Fury, hésite. merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez du feedback sur nos traductions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, #C3T ou sur c3lingo.org. Bonjour tout le monde, merci. Donc, analyser Facebook et retrouver l'algorithme. Ça, c'est le titre un peu simplifié. Et si vous voulez voir les slides, ils sont disponibles directement sur cette URL. Mon nom, c'est Claudio. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec Vecna. Vous pouvez aussi me trouver ou lire des updates sur ce projet avec le hashtag FBTrex. Donc, le projet s'appelle Facebook Tracking Exposed. Il n'y a pas de .com, .org ou autre chose, c'est un .exposed. Et on a appliqué cette méthode à Facebook, mais on peut aussi l'appliquer à d'autres plateformes qui personnalisent votre perception de la réalité. Donc, vous avez du contenu personnalisé. Quand vous connectez à Facebook en tant qu'utilisateur, vous avez un contenu qui vous est propre. Mais il y a d'autres plateformes comme ça, comme par exemple le moteur de recherche de Google ou bien Twitter et bien d'autres. Donc, cette méthodologie qu'on a peut être appliquée à d'autres plateformes. Pour le moment, on s'intéresse principalement à Facebook, mais je suis sûr que beaucoup de gens dans cette audience ne sont pas sur Facebook. Parce qu'ils peuvent faire sans. Et c'est très bien, mais ce qu'on veut montrer ici, c'est que les algorithmes de Facebook ont un impact sur comment la société perçoit le débat politique et perçoit ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous vous considérez comme libéré de Facebook, pensez à ça, la société est impactée par Facebook et vous aussi. En 2014, Facebook lui-même a montré comment les algorithmes étaient un moyen de contrôle des masses, de contrôle social des masses. Dans cette recherche publiée par des chercheurs de Facebook, ils ont pris 600 000 utilisateurs comme une expérience. Ils les ont divisés en groupes. Une moitié voyait leur flux de news normal, avec leurs amis, etc., sauf le contenu qui avait des sentiments négatifs. Et l'autre a vu tout ce contenu, sauf le contenu positif. Et ils savaient comment ces utilisateurs se comportaient avant le début de l'expérience, et ils ont regardé comment ce comportement changeait. Donc, ce n'était pas de la censure de contenu. Le contenu n'était pas supprimé. Juste, il n'était pas mis en avant sur le flux. Donc, si on s'intéressait à ce sujet, on pouvait aller voir sur la page ou sur le mur d'un ami et on pouvait lire le contenu. Mais ce qui se passait, c'est que sur le flux, il y a des gens et des applications qui sont en compétition pour notre attention. Et dans cette expérience, ils ont changé la façon de promouvoir ou de supprimer la visibilité d'un contenu. Donc, il y a eu cette analyse par Zeynep Tufekci. Quand le mouvement Black Lives Matter a commencé, elle a analysé que dans son flux d'informations, dans son flux de news Facebook, il n'y avait absolument rien à ce sujet. Et ça a du sens quand on comprend ça a du sens quand on voit ça, de se dire que la façon qu'a Facebook de prioriser certains contenus, ça a un impact politique, puisque si dans votre bulle, vous avez accès à cette information, vous penseriez d'une façon ou d'une autre. Une autre histoire plus effrayante vient de Karine Vaiano, qui avait un groupe d'amis qui étaient en contact les uns avec les autres via Facebook, et l'un d'entre eux a été hospitalisé. Il a écrit sur son mur Facebook, « Je suis à l'hôpital, je vais avoir une chirurgie importante ». Et ils ne l'ont pas vu, en fait. Ça n'a pas été rendu visible sur leur mur Facebook. Et cette personne est morte et ils ne l'ont appris que des mois après. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça, mais cette information était disponible et n'a pas été mise en avant sur leur mur. Donc, ce qu'on peut voir dans ces deux cas, c'est qu'il y a quelque chose de lié quand même. Et on peut juger ça de plusieurs façons, on peut le critiquer ou non, mais on devrait quand même s'intéresser à cette question. De plus, Facebook insiste pour utiliser toujours des outils qui permettent d'ajuster comment est-ce que les informations sont rendues visibles pour les gens.
Donc, après, un an après les critiques qu'il y a eu pendant la campagne de 2016 et pendant Brexit, la campagne présidentielle américaine de 2016 et pendant Brexit, Facebook a décidé de changer en partie les buts du projet. Et Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, a dit « Je change le but de Facebook, je vais vous aider à trouver du contenu qui vous est utile pour vous aider à avoir des relations sociales qui ont plus de sens. » Alors la question c'est comment est-ce qu'il peut lui savoir ou comment est-ce que Facebook peut savoir ce qui est bien pour moi? C'est la question qui est posée à droite ici. La question c'est quel genre d'algorithme pourrait mettre en avant les bonnes choses? Pourquoi est-ce que c'est pas vous qui devriez avoir ce contrôle-là? Ce phénomène, celui de la comptabilité algorithmique, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. On voit ici une liste d'organisations, de projets open source, de projets académiques qui travaillent sur le sujet. Certains d'entre eux sont très inquiets par le statu quo actuel, par le monopole des GAFAM. Comment est-ce que vous pouvez les repérer? Eh bien, je ne sais pas encore. Mais il y a une manière de comprendre si quelqu'un fait quelque chose en faveur des grandes compagnies ou pas. Si le résultat de leur rapport, de leur publication, de leur analyse reconnaît que le pouvoir entre les mains des GAFAM est celui d'un monopole et qu'il demande plus de comptabilité, plus de transparence, plus de pouvoir de contrôle sur eux, c'est qu'ils sont contre le pouvoir pour le pouvoir en faveur de ces personnes. Si, à l'inverse, ils se concentrent sur le pouvoir que les individus ont sur ces plateformes, alors ça, pour moi, c'est de l'activisme numérique de ce siècle. Ici, on a un article qui a été publié dans le journal The Guardian, qui est un article d'opinion qui explique comment est-ce que les gens qui étaient ou n'étaient pas assez informés étaient influencés par l'information qu'ils recevaient. Donc, il y a deux idées qui ont été faites, deux conclusions. La première a été que pour gagner une élection, il fallait gagner sur Facebook. La conclusion qu'ils ont donnée, c'était que Facebook, c'était l'endroit où il fallait être. Et ça, c'est probablement pas vrai. L'autre idée qu'il y avait dans cet article, c'était que l'engagement des utilisateurs, c'était ce qui allait mener à la victoire. Donc, ça peut sembler être une façon tout à fait viable de gagner une élection. Et ça, en fait, c'est des informations qui sont renforcées par des entreprises comme Cambridge Analytica, par exemple. Ces entreprises qui, elles, vont prendre ces nombres, les mettre en avant et ensuite vont aller voir des politiciens et leur dire « Moi, je peux vous rendre plus visible sur Facebook et regardez, c'est comme ça que vous allez gagner. Est-ce que vous voulez acheter mes services ?» Donc ça, c'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas cette analyse. Surtout qu'il y a d'autres analyses possibles. Dans ce cas présent, par exemple, ce cas précis, l'engagement des utilisateurs est mesuré en forme de like et de share et de repartage et de commentaires. Mais en fait, il y a trois variables qui sont en jeu ici pour mesurer l'engagement. Si vous investissez beaucoup d'argent dans une campagne politique pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui écrivent votre contenu, ou qu'ils partagent, ça crée plus de contenu et implicitement, ça va créer plus d'engagement à cause de cette multiplication. Si vous avez Facebook qui fait des choix de façon cachée pour préférer certains types de contenus comparés à d'autres, c'est une variable aussi qui va être dedans. Et il y a enfin ce que les gens veulent, dans le sens où si les gens sont intéressés par un message politique, ils vont sûrement le promouvoir plus. Alors, comment est-ce qu'on peut juger si on mesure uniquement l'engagement comme une variable? On ne peut pas exprimer ces trois composantes. De plus, si vous utilisez des métriques qui vous sont données par le système, vous jouez sur leur terrain. Vous jouez déjà dans leurs mains. Donc, vous avez déjà perdu à la base. On peut regarder ces trois éléments comme des composants séparés qui, ensemble, servent à composer du contenu sur Facebook. Donc, il y a les gens qui produisent ce contenu, qui écrivent des articles, qui écrivent des posts.
la logique de Facebook et enfin les gens. Normalement, les gens qui écrivent le contenu, qui produisent le contenu, devraient être tenus responsables par les autorités en matière de combien d'investissement financier est fait par un parti donné. La logique de Facebook, c'est ce que nous, on veut garder responsable, on veut tenir responsable et on veut isoler. Et le fait que les gens veuillent certains contenus d'autres, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, c'est quelque chose de positif. Donc Facebook, c'est un acteur passif avec un agenda, avec un but. Donc l'agenda, c'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer de façon simplifiée. C'est pas on préfère les républicains ou les démocrates ou les populistes ou les libéraux. Probablement, l'agenda de Facebook est un agenda différent. Leur but, c'est de conserver de l'argent qui vient vers leur business. Par exemple, ici, on peut voir avec diverses couleurs, diverses sources qui vont écrire des contenus différents. Aujourd'hui, ils ont écrit ou partagé du contenu. Ça va dans la boîte magique, la boîte noire de Facebook. Et à 6 heures aujourd'hui, l'utilisateur se connecte et voit une timeline, un flux personnalisé dans lequel sont mélangés les contenus qui ont été publiés par ces diverses sources. Et Facebook doit tenir une certaine priorité de comment les posts sont organisés dans cette timeline. Donc nous, on veut mettre en avant, on veut montrer comment la traque et le suivi des utilisateurs permet de profiter et d'influencer la société. Pour faire ça, il faut qu'on recueille des preuves. Les algorithmes modifient notre perception en promouvant ou en cachant certains faits. Alors pour faire ça, il faut qu'on voit ce que fait Facebook précisément. Et là, on va avoir besoin d'un plugin pour le navigateur Internet, et c'est ce qu'on a fait. Mais ça, c'est très dur, hein, parce que Facebook collecte beaucoup de données, mais il reste peu transparent sur ce qu'il en fait. Donc pour ça, il va falloir réduire le nombre de variables qu'on a. On a fait un compte, quelqu'un qui aurait 0 amis, qui va toujours à la même fréquence sur son profil et qui fait ça durant les élections italiennes. On a utilisé les mêmes pages pour 30 comptes et on a fait ces comptes liker différemment différents groupes. Certains le groupe centriste, certains les groupes de droite, certains les groupes de gauche, certains les pages... Et enfin, le dernier profil, quelqu'un d'indécis. Quelqu'un qui n'a pas liké de page de groupe politique. C'était donc des sortes de bots que nous contrôlions et ils ne faisaient rien à part voir ce que Facebook sélectionnait pour eux. Ensuite, avec un autoscroller, 13 fois par jour, de 7h du matin à 7h du soir. On se connectait une fois par jour. On récoltait certains posts et on les gardait et on a fait ça pendant 3 mois. Ensuite, on a commencé à faire nos premières comparaisons. Donc voilà, on voit toutes nos variables et on peut vérifier si par exemple le contenu qui compose un flux d'activité est du même genre entre les différents comptes. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de photos, de posts, de vidéos entre les comptes? Et là, on voit déjà quelques différences. Santiago, le profil centre-gauche, avait 39% de photos, alors que Michel, qui était pour l'extrême-droite, en avait 53%, contre 38% de posts, alors que Santiago en avait 57%. Alors déjà, on voit que là, il y a une différence, bien que les utilisateurs soient soumis au même genre de posts, ils n'ont pas les mêmes posts. Andrea, à droite, par exemple, recevait plus de texte, de posts en forme de texte. On a remarqué que ce pattern se répétait tous les jours, quelle que soit l'heure du jour. Et on peut voir que ce pattern reste le même, bien que les différences ne soient pas toujours les mêmes. On dirait que Facebook
derrière l'écran, a designé une dose sur ce qu'il faudrait qu'il y ait sur les timelines, sur ce qu'il faudrait qu'il y ait comme contenu. Donc ces métriques, ces moyens de comparer les données et de comprendre les algorithmes, on les a appliqués à nos propres profils pour comprendre à quel profil on ressemblait, celui qui ressemblait beaucoup de texte ou celui qui ressemblait beaucoup de photos. Voilà un exemple de ce qu'on a obtenu. On a anonymisé nos noms des utilisateurs. Par exemple, on a un Papaya Shawarma Ice Cream, un utilisateur qui reçoit un certain pourcentage de photos, vidéos et de textes. À l'inverse, l'utilisateur qu'on voit tout en bas reçoit surtout des vidéos et des posts, mais très très peu de photos. Là, on peut voir concrètement comment l'algorithme donne des choses différentes à des comptes différents. Un autre métrique qu'on peut utiliser, c'est à quelle fréquence le même post est répété quand vous accédez à votre compte Facebook, avec par exemple un incrément d'1 heure à chaque fois. Facebook peut ou non vous montrer des posts plus anciens. Sur ce graphe, on voit le nombre de fois qu'un post est répété sur le mur Facebook. Donc tout a été observé au moins une fois, tout a été vu au moins une fois, et ensuite, au fur et à mesure que ça descend, ça a été vu au moins 2 fois sur les timelines, et ainsi de suite. De la même façon, là, on voit que Andrea, celui plus à droite, voyait beaucoup plus de contenu neuf. Donc la chance qu'un contenu réapparaisse quand il rafraîchit la page était moindre. À l'inverse, le personnage qui se situe politiquement à l'extrême droite envoyait beaucoup plus de répétitions. Et puis on voit par exemple que pour certains comme Santiago, c'est plus équilibré. Quelque chose qui est considéré comme intéressant peut être répété beaucoup plus que quelque chose qui ne l'est pas. Ça a été fait entre le 8 février et le 24 février, et quelques semaines plus tard, entre le 19 et le 26. On voit que l'algorithme, comme l'algorithme n'arrête pas de changer, il est intéressant de faire des comparaisons entre différents moments dans l'année. Alors, cette idée d'un monopole de l'algorithme, c'est un problème pour les gens qui aussi investissent dans cette plateforme ou qui dépendent de cette plateforme pour diffuser du contenu. Par exemple, on a pris 3 des principaux éditeurs de journaux en Italie, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano et La Repubblica. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que on voit uniquement le volume de contenu qu'ils ont publié, ces 3 journaux, pendant la campagne électorale. Donc, Il Giornale a publié beaucoup plus que La Repubblica. Peut-être parce qu'ils ont plus d'éditeurs ou peut-être qu'ils ont d'autres règles sur le fait de diffuser des choses sur Facebook. Je ne sais pas. Ensuite, on peut supposer que si on est dans un monde juste, l'effort devrait être exprimé. Cet effort devrait être reflété sur à quel point les gens qui suivent leur page voient le contenu. Ou alors, si on pense qu'il y a une bulle de news de façon binaire, on peut imaginer que l'utilisateur qui a liké des contenus de ce journal en vert, Il Giornale, ne va avoir que des posts d'Il Giornale. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est quelque part entre les deux. Il y a 2 hypothèses, soit le marché est juste, soit il y a cette bulle de news. Mais la réalité est plus complexe. On peut voir ici que La Repubblica, qui publiait moins que ces 2 autres journaux, on peut voir que La Repubblica a été représentée dans toutes les timelines à des quantités différentes. Et on peut voir ici que malgré que Andrea, qui du coup allait liker des publications d'Il Giornale en vert, La Repubblica était quand même représentée dans ce fil d'actualité. En regardant à nouveau entre le 19 et le 26 février, on peut voir que c'est encore plus extrême. La Repubblica est visible dans toutes les timelines,
alors que Il Giornale en vert est de moins en moins visible. Et on peut voir que ceux qui like des publications d'Il Fatto Quotidiano en jaune, il y a Britta qui envoie énormément, mais on peut voir que le coût, l'impact de cette bulle est beaucoup plus visible pour les autres utilisateurs. Donc c'est intéressant de voir que moi, quand je parle de ces résultats avec des Italiens, ils connaissent bien sûr ces trois journaux et, et ils ont tendance à justifier ça de diverses façons. Par exemple, Il Giornale, c'est des spammers, ils publient trop de contenu, c'est normal qu'ils soient filtrés. Alors, peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Mais si votre business passe par Facebook, parce que vous êtes un journal qui publie dessus, c'est important quand même. Une autre hypothèse, c'est la Repubblica, c'est un média plus partisan et que du coup, il est mieux traité. Donc, parce qu'il est plus bipartisan, pardon. Il est plus au centre et que du coup, il serait mieux traité. L'idée serait ici du coup que l'algorithme aplatit en quelque sorte la société, qu'il a tendance à réduire la diversité de l'information et aller vers des choses plus consensuelles. Une autre hypothèse, c'est que la Repubblica reçoit plus de likes que les autres et que du coup, il est plus republié. Mais du coup, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2018, les trois plus gros journaux les trois sujets les plus représentés sont Cristiano Ronaldo, Christina Aguilera et j'ai raté le troisième, pardon, parce que c'est les trois personnalités qui reçoivent le plus de likes. Mais on peut voir que Facebook ne publie pas que ça non plus. Donc, on ne veut pas juste, nous, faire un rapport avec ces nombres-là et même une analyse. On veut aller plus loin, on veut agir sur cette analyse. Si on voit ici Copernic, qui a inventé la théorie héliocentrique, est représenté ici comme parlant avec Dieu. Et ici, on peut voir Galileo Galilei, qui lui a inventé de nombreux outils qui ont permis à tout le monde de vérifier la théorie héliocentrique. Et lui est présenté face à l'Inquisition romaine. Puisque, bien sûr, l'Église n'était pas d'accord avec ces théories. Donc, la question ici, c'est quelle est donc, tout comme l'institution romaine de l'époque, notre extension qui permet d'analyser a été supprimée par Google pour des questions de violation de marques déposées, de trademark. Donc, c'est intéressant de se dire que si une institution voulait défendre ce statu quo du monopole des algorithmes, Google serait en bonne position pour faire ça. Et on doit, nous, pour notre analyse, utiliser leurs outils afin de pouvoir atteindre les gens. Donc, on sera toujours sujet à ce genre de censure. On veut défendre une approche ouverte qui laisse les gens comprendre comment les algorithmes affectent leur vie. On n'a utilisé que les élections, car c'est une histoire assez simple finalement. Et oui, c'est le moment où les pays du Nord se sentent exploités. Quand on parlait de vie privée, avant Snowden, en Europe, généralement, on était vu comme quelqu'un de paranoïaque. Et si on parlait de l'influence des algorithmes et de manipulation des élections, on était vu comme paranoïaque. Et après, grâce à Snowden ou l'affaire Cambridge Analytica, les perceptions ont changé. Utiliser les élections pour raconter cette histoire, pour expliquer notre analyse à une période donnée, sur certains partis, ça nous fait un projet plus facile à circonscrire. Mais notre but, c'est de vous aider à comprendre comment l'algorithme a un impact sur tous les moyens de la vie. Il y a une certaine méthode, une méthode assez simple qu'on peut vous proposer pour faire cela. Si vous écoutez cette présentation et que vous comprenez ce que je dis, vous en connaissez assez pour savoir. Si vous connaissez dans votre vie certains groupes de personnes qui sont en conflit avec d'autres, alors là, vous pouvez essayer de comprendre comment l'algorithme traite ce groupe, comment traite la narration de ce qu'ils essayent de raconter. Est-ce qu'ils sont pour le status quo ou est-ce que dans ce cas, ils disent une histoire que l'algorithme a modifiée?
Donc nous, il faut qu'on vous propose une méthodologie. Notre but, c'est de vous proposer une méthodologie qui vous permette de comprendre quel est l'effet de l'algorithme. On ne veut pas juste venir a posteriori pour faire un rapport sur ce qui s'est passé. Alors la manière simple de faire ce test, c'est d'utiliser notre extension, ouvrir le panel, activer la ligne qui dit je fais partie d'un groupe d'études et vous taguez votre contribution avec un certain codename que vous pouvez donner. Et tous ceux qui font partie du groupe en rapport avec ce nom de tag peuvent analyser cela. Ça vous pouvez faire ça avec votre classe, avec votre famille, ou peu importe. Le troisième point, c'est que peu importe si vous faites des faux utilisateurs pour faire ce test, ou des bots, ou des autoscrollers, ou que vous le faites avec votre propre profil, si c'est tagué, pour être comparé, c'est un bon moyen de commencer à comprendre comment l'algorithme vous affecte. Bien sûr, si vous avez vu South Park, l'épisode 4 de la 21e saison, ils expliquent très bien comment on pourrait changer Facebook. Mais nous, on n'est pas aussi cool que ça. On va dire, n'effacez pas Facebook, donnez votre profil à la science. Notre profil est une manière unique de voir le réseau. Unique dans le sens où vous avez sélectionné certaines sources et dans le graphique que l'on a, il n'y a pas de personne comme vous. En effet, Facebook fait un profil dont on ne sait pas comment il est fait exactement, mais vous êtes un point d'observation pour mieux comprendre comment Facebook se comporte. Bien sûr, si on manipule les données personnelles de tiers, il faut qu'on soit responsable dans notre utilisation de la technologie, sinon on n'est pas mieux que Facebook. Et là, vous allez avoir toute la liste de nos engagements éthiques qui expliquent ce qu'on fait ou pas. Par exemple, vous allez voir qu'on n'utilise pas notre outil pour regarder ce qui se passe sur les profils individuels ou les pages individuelles. On regarde seulement le news feed. Si vous allez sur une page avec un URL facebook.com/ quelque chose, ça on ne va pas le regarder par exemple. Également, on respecte le choix des gens. On regarde par exemple seulement les posts publics, ceux qui sont en accord avec les conditions d'utilisation. Et c'est d'ailleurs les contenus où les gens savent que ce contenu peut être accessible au public. Et le RGPD demande qu'on en fasse plus. Et donc, par exemple, si on collecte des données sur d'un auteur, eh bien, on va être sûr de respecter ses droits du RGPD. Et pour ça, on regarde s'il y a des données dans Facebook sur une personne. Et là, on donne la possibilité de publier ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir encore qu'on travaille avant notre prochain rapport. De plus, on considère le fil d'actualité comme de l'information personnelle. Donc, à chaque fois qu'un post apparaît, on a une bannière qui apparaît au-dessus qui vous dit que ce post a été enregistré ou qu'il ne l'a pas été. C'est l'unique vérification côté client. C'est-à-dire que le code HTML de Facebook change très souvent. Il n'était pas possible pour nous de faire l'analyse dans l'extension de navigateur. Donc, si le post est... Si l'extension décide de sauvegarder ce post, il est envoyé, tout le HTML du post est envoyé sur le serveur, c'est là qu'on fait l'analyse. Alors, quelles données on collecte? Uniquement les données publiques, pas les choses qui sont partagées par vos amis, par exemple. Si vos amis les partagent uniquement à leurs amis, ça, on ne le sauvegarde pas. Ou quelque chose qui est partagé uniquement à une audience personnalisée, avec la petite roue dentée, là, ça, on ne collecte pas non plus. On collecte des données de nos tests, donc pour nos tests, on collecte certaines choses, et pour les autres adopteurs de notre outil,
comme vous, on collecte les choses qui sont publiques, mais on les protège également, on ne les publie pas. Est-ce que vous êtes sûr? Il ne reste que 2 minutes, peut-être 10 minutes? Ah, 15 minutes, bon, c'est bon. Allez, on va aller un peu plus vite. Donc, les gens qui utilisent notre outil doivent avoir un contrôle exemplaire sur leurs données. On sait que on veut pouvoir donner des capacités en matière de contrôle de la vie privée à nos utilisateurs, mais on a des problèmes d'expérience utilisateur dessus, dans la façon dont on présente ça. Mais ce qu'on fait depuis décembre de cette année, sans observer, les données qui sont observées sur le profil ne sont que les vôtres. Uniquement vous pouvez y avoir accès, ce qui vous permet de savoir comment ces données sont utilisées et agrégées. On veut laisser les utilisateurs avoir du contrôle sur la suppression de leurs données. À l'heure actuelle, la suppression de données est manuelle sur demande. Donc, à l'heure actuelle, les utilisateurs sont en plus identifiés sur les serveurs parce que votre extension sur le navigateur génère une clé publique qui vous est unique. Donc, ça nous permet, nous, d'identifier les utilisateurs comme ça, associés à une clé publique. Il nous faudra avoir une meilleure définition de la politique de sécurité qu'on a associée à ça pour que les clés publiques soient plus stables, surtout entre plusieurs machines pour un même utilisateur. On veut que les utilisateurs puissent partager une partie uniquement de leur expérience. Par exemple, voici un exemple de ce que quelqu'un voudrait pouvoir donner. Michele d'extrême droite, Britta du centre et Antonietta qui est d'extrême gauche voient des données différentes. Mais bien plus tard, ça c'était quand des groupes racistes se sont mis à crier sur les immigrants. Et nous, on voulait voir comment est-ce que cet événement qui était dans les journaux, il était perçu par ces utilisateurs. Donc ce diagramme de Venn ici, c'est un moyen de visualiser les données. Il vous permet de voir, par exemple, entre vous et vos amis, vos partenaires, vos collègues, comment est-ce que vous voyez, quelle vision vous avez d'un même sujet. Donc, de cette façon, c'est un outil d'analyse qui vous permet de chercher des mots-clés et on a limité ça à des mots-clés uniquement qui ont une entrée Wikipédia. Ça permet, nous, de trier des mots qui ne sont pas représentatifs ou qui ne correspondent à rien. Donc, l'analyse des données agrégées est faite sur nos bases de données, mais à nouveau, on veut permettre à d'autres personnes de faire des analyses. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver un compromis ici? L'idée, c'est que personne n'a accès à la base de données, excepté nous, et on va avoir une forme de protection qui va permettre de tenir responsables les gens qui veulent faire des formes d'analyse. Mais si quelqu'un a une question de recherche intéressante qu'on peut faire tenir cette base de données, on peut créer un dataset, un set de données qui peut être utilisé à but public. Ça, ce serait acceptable si on n'expose probablement pas si on n'expose pas de comportement individuel. Mais ça ne peut pas être vérifié de façon formelle. Il va falloir le faire au cas par cas. Un exemple de question intéressante, c'est Wolfie Crystal qui remarquait qu'un post sur 4 de son fil d'actualité Facebook semblait être des publicités. Donc, on s'est dit qu'on a regardé le pourcentage de posts sponsorisés dans les timelines, dans les fils d'actualité, mois par mois, en considérant uniquement les fils d'actualité avec plus de 5 impressions. Et on s'est rendu compte qu'il y avait entre 10 et 15% en janvier, et qu'en février, on a changé. Ici, c'est un petit peu plus précis, c'est ajusté pour être arrondi par 3. Et là, on voit qu'on a un pic aux alentours de 12. Donc, que 12%, c'est le pourcentage le plus probable de contenu sponsorisé. Mais on peut voir qu'en avril, ce nombre commence à augmenter. C'est toujours représenté ici comme pourcent. Et le code pour faire ça, c'est ce script que vous pouvez voir ici. C'est un script assez simple, c'est une requête sur MongoDB qui réduit le dataset en supprimant les données identifiables, qui identifient personnellement, pour calculer ce données.
Mais Facebook a dit, bien sûr, qu'ils s'engagent à faire de leur mieux pour plus de transparence en matière de publicité. Donc ça, c'est ce qu'ils ont dit, bien sûr, ils le disent, ils font beaucoup de déclarations, mais derrière, on peut voir quand même qu'ils font beaucoup d'efforts pour empêcher des tierces parties comme nous d'analyser ce qui se passe. Donc voici un fil sur Twitter qui explique comment est-ce qu'il crée un nombre aléatoire de balises span et div et aussi de classes CSS sur les éléments pour découper ce mot sponsored en plusieurs sections avec d'autres morceaux au milieu. Et il y a une équipe entière qui est dédiée à empêcher le scraping de contenu. Et ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est très visible depuis un an, mais qui est devenu vraiment très difficile maintenant. Au début, c'était pas évident. Ici, on peut voir, donc c'est patrocinado, qui est le mot sponsorisé en portugais. Et ça, c'est quelque chose qui est dans tous les posts. C'est-à-dire que dans les posts non sponsorisés, ça apparaît quand même, mais c'est invisible pour l'utilisateur. Donc, ça, ce graphe ici, c'est ce à quoi ressemble un mauvais matin pour moi. Ça, c'est ce qui se passe quand le HTML a changé et que mon parseur n'est plus capable d'analyser les données. Donc, après ça, moi, je vais prendre un café et je vais commencer à adapter le parseur. L'avantage, c'est que comme on garde tout le HTML, on peut quand même récupérer les données manquantes a posteriori. Je pense que c'est vraiment un cas d'étude pour le logiciel libre. Parce qu'on fait tout sur GPL, avec en back-end du AGPL. Mais pour le parseur, là, je peux pas vraiment rendre tout ça public et retravailler dessus. Parce que j'ai l'impression que Facebook, un peu comme Jupiter, est quelque chose de massive, une espèce de planète dans le système solaire, une géante gazeuse, et que nous sommes campés dans l'espace. Avec ce genre de différence entre nos capacités entre les acteurs, avec Facebook qui peut payer des gens pour lutter contre nous, on ne sait pas trop comment faire. Bon, si on a une communauté assez robuste et assez grande pour réagir à tous les changements que Facebook fait, on peut continuer à travailler en GPL et ça sera bien, mais dans ce cas-là, je suis un peu soucieux de partager tout le code. Il y a une autre sorte de souci éthique et qui peut être sujet à débat, c'est est-ce que les algorithmes peuvent prendre d'autres formes d'oppression? Si vous regardez les débats qu'on a couramment, vous pouvez voir que beaucoup de groupes ont sponsorisé des organisations ou des politiciens qui ont demandé à ce que l'intelligence artificielle soit capable de lutter contre les fausses informations et les fake news. Mais conceptuellement, ça c'est dangereux. Et ça peut être et ça peut se retourner contre les gens. Et il va falloir expliquer aux gens pourquoi c'est une mauvaise idée et comment on peut résister à cette idée. Mais cependant, nous, à Tracking Expose, nous sommes des fervents défenseurs de la diversité algorithmique. Puisque c'est à vous de pouvoir définir vos propriétés. Et alors que c'est le modèle contraire, c'est quand la plateforme décide ce qui est important pour vous. De notre côté, nous, on est pour des citoyens qui ont le pouvoir de décider ce qui est important pour eux et qui soient indépendants. À l'inverse, eux sont pour des valeurs qu'ils décident eux-mêmes d'une manière obscure et qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, c'est mauvais pour votre société et pour votre communauté. Mais bon, rien n'est aussi simple. On a déjà vu qu'il y a des problèmes de polarisation, de complotisme, de mouvements anti-vaccins. Et c'est grâce à ces formes de communication médiatisée qui peuvent se diffuser. Et oui, parce qu'en fait, au milieu, il y a une entité qui contrôle de quelle manière l'information est répandue et répartie. Alors nous, on est contre le status quo. Sur le long terme, bien sûr, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour que les gens puissent exercer leur pensée critique sur les informations qu'ils reçoivent. Ce qu'il nous faut, c'est des outils simples
et qui n'appartiennent pas à l'État et qui puissent être utilisés pour donner plus de pouvoir aux gens sur les algorithmes qui les concernent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse y avoir des variables qu'on puisse voir, contrôler et avec lesquelles on puisse expérimenter. Et il y a une opportunité de faire une expérience dans beaucoup de pays qui arrive bientôt. C'est les élections européennes de mai 2019. Si vous regardez sur le lien URL ci-contre, il y a un plan d'action sur comment on veut aborder ces sujets. On ne veut pas utiliser juste des bots, on veut avoir des gens qui nous aident dans beaucoup de pays européens. Mais malheureusement, la mode ces dernières années, c'est que les politiciens veulent être sur les réseaux sociaux parce que c'est des intermédiaires puissants. Ils croient que c'est des outils, en fait, des intermédiaires où ils peuvent communiquer directement, où ils peuvent avoir accès à une audience très large. Ça rend les réseaux sociaux plus puissants, car ils peuvent décider qu'est-ce qui doit être voir par qui. Et ça nous donne plus de raisons encore de continuer à faire cette analyse. On va voir comment ce contenu politique est traité par Facebook. Et j'annonce ici que nous allons publier en stade alpha un outil qui va utiliser le flux RSS du feed de Facebook et qui va regarder tout ce qui correspond en termes de flux entre différents murs. Il va y avoir une analyse sémantique, par exemple des mots-clés, et on va pouvoir regarder sur RSS, sur cette base de données qu'on a. Par exemple, si vous êtes abonné à l'URL qui s'affiche ici, vous verrez tous les posts qui concernent, dans lesquels il y a la recherche sémantique Facebook, le mot Facebook. Ça permet un plus grand contrôle de l'utilisateur en tant que lecteur des posts. Et ça permet de choisir par quels critères on veut être concerné. Et comme on est un outil libre, on est bien sûr disposé à discuter avec vous de quels critères on devrait disposer dans cet outil. Et sous quelles conditions on peut faire que cette approche soit puisse vraiment empuissanter l'utilisateur. Et ça, c'est utiliser RSS. Donc, si vous avez un de ces lapins Nabastag, vous pouvez l'utiliser pour vous lire à haute voix ces flux qui parlent de Facebook. Donc, on a d'autres plans pour le futur. On va travailler avec des activistes et des gens qui font des campagnes sur les réseaux sociaux, puisqu'on va pouvoir leur expliquer comment les algorithmes Facebook les empêchent de faire leur travail ou comment ça peut les blesser. On va travailler avec des designers, puisque là, on est sur une alpha qui est très limitée. Mais c'est pas assez. On veut communiquer, on veut expliquer aux gens comment est-ce que notre technologie fonctionne après qu'elle ait collecté vos données. Donc, il faut, nous, qu'on trouve, si vous avez des idées, on est très, très ouvert à des gens qui voudraient rejoindre le projet, qui veulent travailler sur ce système, et on est tout à fait prêt à prendre à bord de notre projet des gens qui sont intéressés. L'intérêt pour nous, c'est l'intérêt public de tout ce qui est la question de tenir responsable ces plateformes. Et s'ils se posent des questions sur notre responsabilité à nous en tant que chercheurs, on veut pouvoir répondre. De plus, l'essentiel de notre plateforme est écrite en JavaScript avec également un accès pour faire de l'analyse, par exemple, en Python. Et on a publié énormément de nos outils sur GitHub. Donc, si vous êtes intéressés, et certains l'ont déjà fait, n'hésitez pas à nous contacter pour contribuer à ça. Donc, si je comprends bien, le CCC, à la fin, on applaudit à la fin des conférences, mais s'il vous plaît, n'applaudissez pas pour moi, applaudissez pour les contributeurs. Thank you, Claudio. Merci beaucoup, Claudio. Je pense qu'on a beaucoup de questions pour cette présentation vraiment excellente. Si je ne vois pas de questions urgentes ici, si, allons-y. Première question. Bonjour, merci pour cette présentation intéressante.
J'ai une question sur pas tout à fait ce sujet, cet aspect de l'algorithme de Facebook, mais sur un autre. Je me suis rendu compte que moi et mes amis, à diverses occasions, Facebook nous a affiché des publicités qui semblaient n'avoir pas de contexte, qui n'était pas basé sur le contexte de notre historique de navigation, mais basé peut-être sur les conversations qu'on avait eues à proximité de nos téléphones. Par exemple, une fois, un de mes amis a parlé de voyager de partir dans un petit village d'Autriche, et peu de temps après, il a vu des pubs qui lui proposaient de partir à cet endroit précis. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que le téléphone peut nous écouter pour cibler ces pubs, ou est-ce que c'est un phénomène qui est que même si on n'a pas cherché, il y aurait d'autres raisons pour lesquelles faire ça, ou est-ce que vous pensez au contraire que Facebook écoute peut-être nos conversations pour cibler ces pubs? Je pense que j'ai la réponse. Mark Zuckerberg, quand il a fait son témoignage devant le Facebook, il a commenté cette question. Il y avait un article de Motherboard qui a montré que certaines applications utilisaient le microphone pour faire un profil des utilisateurs, et que ces informations peuvent ensuite être vendues à Facebook. À mon avis, selon ce que je comprends, c'est comme ça que ça se passe. C'est une question de sécurité du téléphone mobile, et il faut pouvoir voir ceux qui écoutent et ceux à quoi ont accès ces téléphones. Facebook, apparemment, n'utilise que ces données en tant que partie tierce, en rachetant des données de profilage. Bonjour. L'utilisateur qui voyait le contenu d'extrême droite et qui voyait plus de vidéos, est-il possible que c'est juste parce que cet utilisateur a mis des likes sur plus de vidéos avant, et que du coup ce serait simplement une forme de reconnaissance du type de post par Facebook, ou est-ce que c'est une reconnaissance plus profonde du fait que l'extrême droite publie plus de vidéos ou quelque chose comme ça? Pour être honnête, il va falloir qu'on s'occupe encore de ça, mais c'est vrai que pour l'instant, les likes étaient répartis sur différentes sources. Il n'y avait pas de source, il n'y a pas de méthodologie derrière la manière de créer ces profils au départ. Mais c'est vrai qu'on pourrait refaire un test pour tester ça. Oui, parce que peut-être que la source de contenu publie beaucoup de vidéos et que du coup les utilisateurs like plus de vidéos. C'est une théorie. On peut aussi... Bon, c'est une théorie. Okay, let's stick to microphone 2. Hi. Bonjour. Alors, Facebook n'est pas juste payé pour afficher des pubs, on peut aussi payer pour promouvoir un post sur une page, ce qui permet d'atteindre plus de followers, de gens qui suivent la page. Et du coup, ça donne quelque chose qui est plus accessible pour exposer son post à plus de gens. Est-ce que vous avez aussi regardé à ce côté-là, du côté des posts sponsorisés par des pages? Non, pas encore. On observe seulement ce qui apparaît sur le newsfeed, pour l'instant, sur le mur. Si on regardait plus derrière la logique publicitaire, ça pourrait être intéressant, mais c'est un développement sur lequel on n'est pas encore engagé. Let's get some internet input. My signal angel is waving hands, so go ahead. Yes, thank you. Happy from the IRC wants Question de Happy sur IRC. Comment est-ce que Facebook devrait gérer la situation en Union européenne? Quelle situation? Qu'est-ce que Facebook peut faire de mieux? Qu'est-ce que Facebook peut améliorer? Bonne question. Bon, je ne suis pas représentant de Facebook, mais en théorie, imaginons que Facebook ne laisse que du contenu de manière chronologique, et qu'ensuite, vous, de votre côté, vous pourriez avoir votre propre algorithme qui décide comment vous voulez voir ce que ça s'affiche. Ça serait le meilleur scénario, parce que Facebook serait une plateforme neutre, un intermédiaire neutre qui transmet des données sans appliquer aucune forme de filtre, et vous, votre propre algorithme, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez, par exemple, si vous voulez comprendre un phénomène social, ou avoir une nouvelle perspective sur un certain phénomène dans votre région, ou sur un contexte. Et voilà, donc vous pouvez avoir besoin d'utiliser d'autres sources. Et donc votre newsfeed
vous pouvez choisir ce qui vous intéresse ou pas. Ce serait une distribution de la responsabilité à plusieurs entités qui pourraient décider qu'est-ce qui influence la perception d'une histoire ou pas. Et en plus, la chronologie pourrait être plus facilement respectée. Bon, sinon, ils peuvent aussi rendre leur algorithme plus customisable. Merci pour cette présentation. Est-ce que Facebook a moyen de réaliser ou de se rendre compte que les données de ses utilisateurs sont collectées par votre service? Non. Notre extension, je ne vois pas quelle application de Facebook pourrait voir ou tester que vous utilisez cette extension. S'ils font des tests actifs pour détecter une présence active de l'extension, nous, on pourrait le repérer. On a cette capacité, on n'a pas encore cette capacité pour l'instant, mais si certains travaillent sur le développement d'extensions web, ils peuvent nous aider dans cette course. Mais bon, sinon, il n'y a aucun moyen de savoir si l'utilisateur a copié des datas depuis sa timeline. Alors, je suppose que l'algorithme de Facebook change constamment. Comment est-ce que votre projet de recherche s'adapte à ça? Est-ce que vos découvertes ne vont pas être obsolètes très rapidement? Oui, mais en fait, je m'en fiche. Le but, c'est pas de faire du reverse engineering de l'algorithme. De toute façon, c'est trop difficile de comprendre la complexité de toutes les variables qu'ils ont. Ce qui nous apporte, c'est de montrer que cet algorithme existe, cette section algorithmique existe, et de toute façon, nous, ça ne nous intéresse pas de savoir quels seraient les intérêts qu'il faudrait qu'une personne ait ou comment il faudrait que l'algorithme réponde. Mais c'est vrai que l'algorithme de Facebook peut changer, et ce qu'on veut montrer, c'est que ce n'est pas forcément dans votre intérêt. Alors, au début de votre présentation, vous avez parlé du fait que vous avez créé des faux comptes pour votre recherche. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec Facebook qui bloque vos comptes ou qui demande une vérification? Oui, on a fait d'autres expériences sur la création de comptes. Et effectivement, le but, c'était d'avoir des utilisateurs vierges. Il n'y a rien, des utilisateurs qui auraient liké les mêmes pages. Mais bon, si vous avez un compte avec 0 amis, Facebook peut finir par le réparer et le regarder. Après la publication de nos rapports, je me verrais bien suggérer qu'on peut faire d'autres expérimentations, par exemple en ajoutant des amis ou d'autres interactions. Et pour ce qui concerne la suppression de comptes de la part de Facebook, ça nous est arrivé une seule fois. Vous dites que vous avez divisé les publications entre photos, vidéos et posts. Est-ce que vous avez fait des analyses visuelles dessus? Parce que on a aussi fait une recherche de notre côté et on s'est rendu compte que certains comptes ne peuvent pas créer certains posts. Par exemple, des posts créés par l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, publient des photos qui sont au sein d'un post texte. Et on a l'impression qu'il y a plus de post texte, mais en fait, ce sont des photos. Mais ça ne se voyait pas à partir de l'URL, à cause de la structure du post. Vous avez raison. On n'a pas encore cette possibilité d'extraire des métadonnées. Par exemple, si vous faites une photo, vous pouvez mettre beaucoup de texte par-dessus. Et nous, on a commencé à avoir des manières plus fines d'analyser cela. Mais dans ces analyses, on n'utilise que l'URL pour comprendre quel genre de contenu c'est pour l'instant. Bonjour, merci pour cette recherche très intéressante et très importante que vous faites. Je me demandais si... est-ce que vous voyez des opportunités pour des chercheurs en sciences sociales dans votre recherche, notamment en matière de design et en matière d'implémentation?
Pour la recherche sociale, bon, moi je ne comprends pas vraiment le but de ces recherches. Je ne comprends pas vraiment ce qu'ils font. Mais par exemple, on a eu de l'aide durant nos tests. Quelqu'un qui sélectionnait des pages Facebook et qui voulait être à travers tout le spectre politique. Ou alors des gens qui savent quels sont les mots-clés qui permettent de bien cibler certaines problématiques. Par exemple, une femme en Catalogne qui faisait des enquêtes sur les speeches machistes. Elle utilisait beaucoup de profils de femmes pour voir comment ce genre de contenu pouvait faire surface. Et du coup, elle connaissait bien le genre de mots-clés qu'on pouvait utiliser. Voilà, ça, c'est le genre de métadonnées qu'on peut utiliser, produites par les chercheurs en sciences sociales. Et on peut développer, nous, à partir de ça. Une autre recherche, c'était par exemple quelqu'un qui, en suivant des pages au hasard, pouvait voir à quelle vitesse le discours d'un homme politique apparaissait dans un newsfeed. Donc ils avaient une référence, ils pouvaient analyser la vitesse de publication et ils pouvaient vérifier si ce qui apparaît dans une page random dépend d'eux ou pas. Donc voilà, avec beaucoup d'outils, les chercheurs en sciences sociales peuvent mieux comprendre ce qui se passe sur les feeds d'utilisateurs. Ou alors il y a aussi les gens qui participent activement au projet. Si vous faites partie d'un groupe de recherche d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes et vous partagez une URL et vous leur dites si vous êtes en opt-in pour cette recherche, on va se mettre d'accord pour faire des recherches sur des sujets A, B ou C et on va voir la différence qu'il y a entre nos feeds. Alors, j'utilise moi-même Facebook et je vois souvent ces publicités qui sont payées, mais parfois les gens qui payent pour ces pubs ne semblent pas vraiment savoir comment cibler. Et je me demandais du coup si vous voyez ces pubs avec vos comptes, puisque vous aviez déjà ciblé certains comptes à suivre, certaines pages à suivre. Oui, alors pour être honnête, on collecte tout ce qui est public. Donc si une publicité apparaît sur un newsfeed public, nous on le collecte. Après, si c'est considéré comme de la publicité sur votre mur ou pas, et à quel genre de targeting vous faites face, nous on ne peut pas vous expliquer comment. C'est pas vraiment notre domaine de recherche ici. Mais le fait que vous avez été victime de ce ciblage, ça on peut le récolter. Pour l'instant, nous on récolte tout ça, mais on a un problème encore à voir pour quelles raisons on vous a montré ce post. Après novembre, comme on l'a vu dans les statistiques plus tôt, les posts publicitaires sont devenus de plus en plus prégnants. C'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille dans les prochaines semaines. Si vous voulez nous aider à travailler là-dessus, vous serez le bienvenu. Alors, si j'ai bien compris, vous parsez le contenu de la page Facebook et vous ajoutez un tag spécial sur tous les posts qui ont été collectés par votre add-on. Oui. Je pense que, puisque c'est sur la page de Facebook, je pense que ce serait assez simple pour Facebook de traquer le texte que vous ajoutez et de voir quels utilisateurs participent à votre recherche, à votre collecte de données. Seulement si l'extension web de Facebook regarde activement dans les changements que vous faites au domaine. Ça, on peut le vérifier de notre côté. C'est ce que ça veut dire que Facebook envoie à notre application des choses pour observer les changements qu'on fait. On peut le tester, ça. Si on passe le message, on met aussi un message sur la transparence pour rappeler aux utilisateurs qu'ils utilisent cette extension.
Et si ça devenait un problème, on pourrait mettre un pop-up qui dit aux utilisateurs, n'oubliez pas que vous avez ce tracker installé et rien ne changerait dans la manière dont la page s'affiche. Donc c'est une possibilité, mais pour l'instant on ne peut pas vraiment travailler là-dessus. Mais si vous êtes un expert sur les extensions web, pareil, vous êtes le bienvenu pour nous aider à travailler là-dessus. Alors, très rapidement, quand Zeynep Tufekci a commencé à parler de la radicalisation sur YouTube, il a semblé y avoir une réaction un peu de panique autour de YouTube, où YouTube semble avoir essayé de chercher mais pourquoi est-ce que l'atmosphère sur YouTube est comme ça, pourquoi l'algorithme se comporte comme ça, et d'essayer de le résoudre. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose sur Facebook, ou est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de comment marche le fil d'actualité et de ce que fait leur algorithme? Ça fait déjà plusieurs années Facebook a envoyé des liens aux éditeurs en disant on sait les algorithmes sont complexes, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, personne ne sait vraiment quel est le statut de ce qui se passe dans les réseaux neuraux qu'on a mis en place. Le but, c'est peut-être pour Facebook, ces questions politiques sont peut-être trop éloignées du développeur Facebook moyen. Donc, si vous voyez que dans la majorité de vos démographiques, les vidéos ont de meilleurs résultats que les selfies, ça c'est les données que vous avez, et c'est quelque chose qui aura un impact politique, mais vous ne le savez pas forcément. Donc je peux comprendre que c'est quelque chose où ils ne se sentent pas forcément responsables, mais j'estime qu'ils le sont. Parce que s'ils changeaient leur logique, alors c'est inacceptable que ce qu'on voit dans le discours public soit modulé par des raisons auxquelles on n'a pas accès. Donc la réponse ne peut pas être de promettre de mieux faire et de continuer à être secret de leur côté. Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens de dire qu'on veut réparer ce genre de problème depuis la Silicon Valley. La diversité du monde n'est pas quelque chose qui peut être recouverte par ce genre d'algorithme. On va plus avoir de temps pour beaucoup de questions. Si vous avez des questions, allez voir le présentateur après. Dernière question. Alors, vous parlez d'éthique dans votre présentation. Est-ce que vous pensez que votre approche ou que les résultats que vous avez peuvent être utilisés à des fins néfastes? On veut l'éviter. Et pour faire au mieux, la seule API qu'on ait, c'est celle qui est accessible à celui qui produit les données. Et voilà, les données agrégées ne peuvent pas permettre de remonter à un seul individu. C'est des phénomènes agrégés qu'on peut observer. Moi, je travaille avec ce groupe de développeurs. On a par exemple des développeurs à Amsterdam qui nous aident en tant que tierce partie à faire des analyses d'impact sur notre programme. On a confiance dans le fait que ça ne peut pas arriver. Mais bien sûr, autant que possible, on reste ouvert au feedback et à tout ce qui est révision et amélioration de la protection de la vie privée. Évidemment, ça dépend de ce que vous appelez par mauvais usage. Donc, ça dépend de ce que vous entendez par ce terme. Mais on essaye de prévoir ce qui pourrait mal tourner et de l'éviter. Merci beaucoup. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.